Tony, bonjour. Alors merci d'être là en tout cas. Avec joie, avec grand plaisir. On a déjà échangé un petit peu avant, donc c'est important, je trouve, de briser la glace avant de faire une interview. Comme ça, on est plus à l'aise, Ouais. etc. Alors, souvent, on demande à la personne de se présenter, parce qu'il y a forcément des gens qui ne te connaissent pas, Absolument. même si tu es quand même Beaucoup connu. trop. Mais voilà, alors je vais te demander d'abord un exercice différent de peut-être qu'on te l'a déjà demandé, Ouais. mais voilà, c'est un exercice différent de te présenter sans parler de tes titres, sans Ok. parler de tes réalisations. Qui Ok. es-tu en tant qu'humain? Qui est Tony Jazz? Alors, je te dirais que Tony est le même que celui que j'étais quand j'étais petit, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas parler sans avoir de sourire quand il parle, quelqu'un qui aime définitivement et profondément les gens. C'est pour cela que lorsque généralement, tu vois, et c'est très intéressant et particulier que tu me dises de me présenter sans me présenter mes titres, parce que généralement quand les gens me demandent, tu sais, quand je rencontre des gens quelque part dans un lieu et qu'on me dit ah, faites quoi vous dans la vie, généralement c'est pile le moment où je ne parle pas de mes titres, puisque ma réponse c'est souvent je suis au chômage. Et je fais ça exprès de façon à regarder la réaction des gens et de voir est-ce qu'ils sont attirés par des titres ou est-ce qu'ils sont attirés par des humains et des personnes. Et quand je vois que les gens s'interrogent en mode bah, non mais qu'est-ce que tu fais exactement, machin, machin, là je fais ah ok, tu t'intéresses donc à l'être humain, donc on peut parler et t'expliquer ce que j'aime vraiment. Puis tu as des gens qui tournent les talons en disant ah ok, très intéressant. Puis, tu vois. Donc ouais, quelqu'un qui aime définitivement les gens. L'humain. Je pense qu'à travers tout ce que tu fais, ça se voit aussi sur ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est important aussi de présenter la personne d'une autre façon que ce qu'on voit d'habitude. Parce que comme tu dis, souvent l'humain il est relayé au second plan et là on voit que ce qu'il a accompli et les titres. Ouais. Donc voilà. Et puis donc maintenant la façon classique. Alors raconte-nous brièvement qu'est-ce que tu fais actuellement et un petit peu qui tu es avec tes titres maintenant et tes réalisations. Bon, alors, mes réalisations, elles sont multiples. La plupart des gens me connaissent parce que j'ai écrit la musique de campagne du président Barack Obama. D'autres me connaissent parce que j'étais le conseiller d'un ancien Premier ministre et maire de Bordeaux, Alain Juppé. D'autres me connaissent parce que sur les réseaux sociaux, je suis extrêmement actif et je donne énormément de conseils sur tout ce qui est entrepreneuriat, investissement, mindset. Et donc les gens, beaucoup d'autres personnes me connaissent pour ça. Et après, il y en a une autre partie qui ne savent pas du tout que j'ai fait tout ça et qui me connaissent dans une autre vie que j'ai, qui est ma vie d'entrepreneur, où j'ai des activités très variées avec des bars, avec des sociétés de location de voitures, des sociétés d'achat de revente de chevaux, des sociétés dans l'immobilier, des sociétés dans le bien-être, dans le parfum, dans le prêt-à-porter. Donc j'ai des activités tellement variées que je pense qu'on pourrait rester longtemps à t'expliquer tout ce que je fais, tellement il y en a. Effectivement. Mais du coup, alors, quel âge as-tu, Tony, si ça ne te dérange pas de le partager, pour qu'on puisse voir, parce que tu as un parcours quand même assez riche. Ouais. Et quel âge as-tu et depuis quand tu entreprends, depuis quand tu te lances des défis comme ça? Alors, je suis éternel, donc je n'ai pas d'âge. Mais mais tu sais quoi, je pense que cette vidéo, on la retrouvera sur YouTube, j'imagine. Voilà, effectivement. Donc à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo sur YouTube, je ne vais pas dire mon âge maintenant, mais je vais le dire dans la vidéo à un moment. En attendant, vous pouvez donc écrire en commentaire l'âge que j'ai, comme ça vous faites vos propres pronostics, on s'abonne, on like en même temps, voilà. Mais vous écrivez là maintenant dans la vidéo l'âge que j'ai et puis on va voir si, quand je le dis un peu plus loin dans la vidéo, vous avez raison ou pas. Parce que quand je dis tout ce que j'ai fait et que l'on voit mon âge, parfois des fois on se dit ah moi je t'imaginais plus vieux, d'autres me disent plus jeune ou tu fais plus jeune. Donc Ok. voilà, on va le dire. Bon, eh ben, j'espère que vous allez relever le défi. Moi, je me pose la question en tout cas. Ok, Et... donc vous avez fait vos pronostics, vous avez écrit l'âge ou pas? Si c'est pas fait, vous le faites tout de suite. Voilà, vous faites pause, vous l'écrivez et vas-y, fais ton pronostic à toi, c'est quoi? Pronostic, je dirais en dessous de 40 ans. En tout cas. Oui, mais donne un âge. On veut un âge, on veut un chiffre bien précis, pas de entre un tel et un tel. On veut un âge. 36 ans. 36 ans? Ok. 36 ou 37. Ok. Nous, on peut savoir ton âge ou pas? Alors, est-ce qu'on met dans les pronostics aussi? Oui, bien sûr qu'on va le mettre dans le pronostic. Alors, donc vous faites pause, vous mettez son âge et moi je dirais
32. J'ai 36 ans. Ok, bien. Voilà, bon. Et j'assume mon âge. Je pense que plus on avance en âge, plus en fait on acquiert de la maturité, de la compréhension dans la vie. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire ah ben les femmes au-delà d'un certain âge, elles sont ceci, elles sont cela. Mais moi je pense que ça nous donne encore plus voilà, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut pas aussi. On a appris de nos erreurs et voilà, on peut avancer avec un état d'esprit plus aligné. Bon, pour revenir sur toi, Tony, parce que c'est pas moi, hein, l'invité du podcast. Alors, j'aime bien commencer par l'enfance. Ouais, Alors, donc toi, tu es originaire de la Désirade. exactement. Et je sais que tu as vécu dans le 93 aussi. Ouais. Alors, qui était Tony à cet âge-là? Qui était Tony, le Ouais. petit Tony? Et juste avant, Ouais. est-ce que tu as toujours eu cette niaque, cette envie de te dépasser depuis petit? Oui. Alors, je te dirais que les gens me disent ça souvent, donc genre, ouais, En fait, c'est pas une envie de me dépasser et c'est pas une envie de, c'est pas une niaque que j'ai. D'accord, ah ben, ok. En fait, c'est que je suis inconscient des risques. Il doit y avoir une partie de mon cerveau qui n'analyse pas les risques avant de faire quelque chose. Enfin, je les analyse de manière très pragmatique, mais des fois j'ai des idées et je suis là, ah bah ouais, vas-y, on va faire ça. De manière absolument inconsciente. Et ce que les gens prennent pour de la niaque, c'est juste mon énergie, mon excitation de faire les projets. Et ce que les gens prennent pour le what et tu fais plein de trucs, c'est de l'inconscience pure. Tu vois, si je te prends l'exemple de quand j'ai déménagé à Montréal, mon déménagement à Montréal, je t'explique comment il s'est passé. J'ai fait des études de droit, je suis arrivé en licence. Deuxième heure de licence, je m'ennuie à mourir. Et je me dis, ça, je ne peux pas faire ça toute ma vie, je vais décéder à petit feu si je fais ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rangé mes affaires, je suis parti, je suis rentré chez moi, j'ai fait comment vivre au Canada. 2 semaines plus tard, j'avais mon visa et je suis parti. En fait, j'ai un côté tellement inconscient et on veut faire ça, faisons-le. Que les gens prennent ça pour de la niaque non, je suis totalement inconscient. Et quand je suis allé à Montréal, donc j'ai eu mon visa, j'ai eu mon billet d'avion et tout ça. La veille de partir, je ne savais pas où est-ce que j'allais dormir. Tu vois. Donc je suis allé sur des chats, à l'époque il y avait MSN, je suis allé sur MSN dans des groupes canadiens. Bonjour, qui peut m'accueillir? Et il y a 2 nanas qui m'ont dit, nous on peut t'accueillir pour 100 $ par mois, tu peux dormir sur notre canapé, tout ça. Je fais, parfait, ça me convient, super bien. Mais ces 2 nanas, ça aurait pu être 2 tueurs en série aussi, tu vois. Et être homme ou femme, peu importe, quoi, t'es mort, tu vois. Oui, et donc du coup, le truc c'est que j'ai un côté tellement inconscient quand je fais les choses que ça peut paraître gratifiant et fou, mais en fait non, c'est que j'ai un côté très dingue dans ma tête. Et est-ce que tu as toujours eu ce côté-là depuis petit? Comment on fait pour avoir ce mindset-là et le garder en fait? Parce que généralement, ce sont les enfants qui ont cet état d'esprit où ils n'ont pas peur de prendre des risques. Absolument. Ils n'ont pas peur d'oser, etc. Mais après, avec le temps, avec la société, voilà, parce que y a l'éducation, il y a l'école, il y a tout ça qui nous rentre en fait des petits messages qui font qu'au fur et à mesure, cette façon d'être proactif, d'oser, etc., elle diminue d'année en année. Qu'est-ce qui fait que, du coup, tu continues à avoir cet état d'esprit? Et depuis quand tu l'as C'est ma mère qui m'a inculqué ça et ça ne m'a jamais quitté. En fait, depuis que je suis tout petit, depuis la maternelle jusqu'au collège, tous les matins, ma mère m'a amené à l'école. Dans sa petite Ford blanche, sa petite Ford Fiesta blanche, elle m'a amené à l'école. Et tu sais, avant le fameux petit bisou de « passe une bonne journée, mon fils », avant ça, elle me récitait quelque chose qu'elle disait que j'ai retenu comme une prière. Elle me disait, rappelle-toi qu'il n'y a personne au-dessus de toi, il n'y a personne en dessous de toi. Donc, tu respectes tout le monde, sauf ceux qui ne te respectent pas. Et, dernier point, tu es capable de tout. Tout ce que tu veux faire, tu peux le faire et tu vas le faire. Et en fait, j'ai tellement retenu ça dans ma tête qu'aujourd'hui, par exemple, si tu me dis Tony, nous allons prendre un avion et on va aller en haut de cette montagne, ou bien Tony, j'ai envie de manger, on m'a dit ça tout à l'heure, Tony, j'ai envie de manger des pâtes, ou je veux dire, Fadila, j'ai envie de manger des pâtes. Allons en Italie.
Quand? Maintenant. Pour moi, ça, c'est absolument faisable et c'est absolument possible. C'est ton téléphone que je prends ou mon téléphone, Google, billet d'avion, Italie, départ maintenant. Ah, il n'y a pas de vol maintenant? Ok, tu sais quoi, on va aller à Saint-Martin. De Saint-Martin, on va prendre un autre avion, on va aller à Miami. Et de Miami, on va aller, je sais pas, tu as déjà fait Rome? Non? Ce soir ou demain soir, on mange des pâtes à Rome. Tu vois, pour moi, tout est tellement possible. Je suis tellement dans la solution constante et pas dans la problématique constante que pour moi, tout est possible et tout est faisable. Mais ça m'a été fortement inculqué de la maternelle jusqu'au collège par ma mère. Et d'où l'importance du mindset quand on est jeune. En fait, ça a été prouvé par la science et il y a beaucoup d'auteurs qui en parlent dans les livres, c'est que les enfants sont comme des éponges entre 0 et 7 ans. Exactement. Et que du coup, justement, leur cerveau est dans un état θ constant, c'est-à-dire c'est l'état où on peut reprogrammer notre subconscient. Ouais. Donc si on met les bonnes croyances et les bonnes informations, etc., et bien on peut arriver à en faire un futur adulte qui imbattable, voilà. Et du coup, moi, c'est ce que je fais avec mon fils, affirmation positive constante. Tous les matins. Tout le temps. Et je pense que c'est important parce que à l'école, dans son environnement, il entend aussi d'autres messages, mais il faut qu'on soit dire proactif. Que c'est toi qui as raison. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai retenu. J'ai toujours retenu, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, j'ai toujours retenu, ma mère a toujours raison. Même quand elle a tort, elle a raison. Et pourquoi je dis même quand elle a tort, elle a raison? Parce que les gens à l'extérieur me disaient ou pouvaient me montrer une autre, comme tu l'as dit, une autre réalité. Moi, je suis là, alors du coup, ma mère, ça voudrait dire qu'elle est tort? Mais non, elle a toujours raison. Et même si elle a tort, elle a raison. Ce qui fait que je ne crois jamais l'autre voix. Je ne crois que sa voix à elle. C'est important. Et en fait, si on tombe sur un parent qui nous donne déjà ces messages-là depuis tôt, on part déjà quand même avec un petit plus. Donc, effectivement. Donc, en tout cas, ok. Donc, depuis tôt, tu as toujours eu cette niaque, cette façon d'aborder la vie, etc., qui fait qu'aujourd'hui, donc, tu as mené tous ces projets et que tu te donnes pas de limite, en fait. Tout simplement. Zéro limite, yes man. Et pour prendre l'exemple de ce qu'on disait hors caméra, là, tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait une de tes amies qui voulait me rencontrer, machin. Je dis, bah vas-y, appelle-la. Et tu vois, comme la manière dont tu l'as appelée, j'ai pris le téléphone, je lui ai parlé, je lui ai dit, tu fais quoi maintenant? Je fais ça, très bien, viens. Voilà, spontanément. Tu vois, yes. Et le truc, c'est que c'est intéressant de voir ce que la personne en face va dire. Est-ce qu'elle va dire, ah bah non, je peux pas, peut-être une prochaine fois? Pour plein de raisons. Sa timidité, le fait qu'elle ne puisse vraiment pas, donc quelles sont ses priorités, où est-ce qu'elle les met, ou est-ce qu'elle va dire, ok, bon vas-y, je fais ça et j'arrive. Ah, ça c'est intéressant. Tu vois, c'est intéressant de voir ce genre de comportement. Et voir son comportement, ça me permettait de voir aussi le tien, in fine, parce que c'est ton ami. Donc son comportement va révéler beaucoup de choses sur qui tu es toi, parce que toi, tu la fréquentes. Tu vois. Oui, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ah oui, je suis persuadée. Et souvent, tu le dis souvent dans tes podcasts, dans tes petites vidéos que tu fais sur les réseaux sociaux, mais on est influencé, qu'on le veuille ou non, par notre entourage. Absolument. Et un projet qu'on veut lancer ou non, si on est mal entouré, il y a des chances qu'il ne voit jamais le jour. Et oui, et parce que la famille, beaucoup de gens accordent beaucoup d'importance au poids de la vie de la famille. Et parfois, c'est pas des personnes qui ont réalisé ce qu'on veut réaliser. Donc, ils n'ont pas les clés. Et pourtant, on leur demande conseil. Est-ce que, selon toi, on doit demander conseil à sa famille? Comment tu te positionnes par rapport à ça? On ne demande jamais conseil à sa famille. Jamais. S'il y a bien des gens à qui il ne faut pas demander conseil, c'est bien les gens de ta famille. Et s'il y a bien d'autres gens à qui il ne faut pas demander conseil, c'est bien des gens qui t'aiment. Pourquoi? Parce que ceux qui t'aiment, ils vont te conseiller pour te protéger. Ils ne vont jamais te conseiller pour que tu puisses te lancer. Tu vois, ton ennemi, il va te conseiller pour que tu te plantes. Il va dire oui, vas-y. Tu vois, ton ennemi, il sera plus enclin à te pousser que ton propre ami ou que ta propre famille, qui, elle, veut te protéger. C'est terriblement égoïste de sa part de vouloir te protéger pour pas que tu aies mal, pour pas que tu sois déçu, pour pas que tu sois triste. Mais en fait, elle t'empêche d'une certaine manière. Donc, et pour le coup, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais demander conseil à des personnes qui n'ont jamais rien fait de leur vie ou qui n'ont pas fait justement le truc. Imaginons que demain, tu me dis « Ah, Tony », et moi, c'est un truc que je fais ces jours-ci, donc c'est pour ça que je te donne cet exemple-là. Dans peu de temps, j'aimerais passer ce qu'on appelle le PPL, c'est la licence de pilote d'avion. Parce que j'aime bien les avions et que je suis un petit garçon dans ma tête et que moi, j'aime les bateaux, donc je veux mon bateau et comme j'aime les avions, je veux mon avion maintenant.
Et ben, j'en ai parlé à 2-3 personnes, tu vois. Et je savais, en parlant à certaines personnes, en vrai, je l'ai fait comme un test, pour voir leur réaction. Et je me disais, mais non, faut pas faire ça, peut-être que tu vas te cracher, peut-être que tu vas mourir. Je dis, waouh, je suis même pas déjà, j'ai même pas passé ma licence que tu me vois déjà mort, tu vois. Et il y en a d'autres qui, eux, l'ont passé. Certains de mes amis avec qui on échange, on a même fait un petit groupe, qui, eux, ont passé leur licence de pilote d'avion. Et on se donne des astuces, des choses comme ça, des trucs. Et donc, du coup, il faut toujours demander à des gens qui ont fait, et jamais à des gens qui n'ont pas fait ou des gens qui t'aiment trop. Effectivement. Sinon, ben, parfois, le rêve reste dans la tête et Ouais. on ne le réalise jamais. Jamais. C'est le cas de beaucoup de monde. Hein. Ouais. Ok, donc du coup, au niveau de ton parcours, tu es plutôt quelqu'un qui respectait les règles ou tu étais plutôt l'inverse? Ouais, alors, je te dirais qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans ma communauté et ceux qui me suivent te le diront, Tony est un pirate. Donc ça ne veut pas dire que je suis dans l'illégalité ou que je suis un rebelle. C'est que je vais faire avec mes propres règles du jeu. Et l'autre chose, sur la partie, on va dire, bon élève, j'ai été un cancre pendant toute ma scolarité. C'est-à-dire que si tu regardes mon bulletin de notes, des fois j'en mets quand je tombe dessus. Je faisais un rangement chez mes parents, je suis tombé sur un de mes bulletins de notes il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une story, je l'ai montré. Et je leur ai expliqué les personnes parfois que vous pouvez aduler ou que vous pouvez voir comme parfaits selon vous sont en réalité hyper imparfaits. La preuve pour moi, regardez, vous me voyez brillant sur certains sujets qui m'animent aujourd'hui parce que c'est ma passion, mais à l'école j'étais un cancre fini. Mes profs à l'école me disaient tu ne vas jamais rien faire de ta vie. Certains profs me disaient non mais toi ça sert à rien, reste au fond, dis rien et on te mettrait une petite, tu vois. C'est comme ça que l'on me parlait quand j'allais à l'école. Et tu regardes mon bulletin, travail insuffisant, grosse lacune, enfin on me mettait que des trucs comme ça. Le truc c'est que ça ne m'a jamais atteint parce que j'ai toujours eu la croyance je suis capable de tout grâce à ma mère. Ça me rendait triste d'être aussi mauvais parce que j'essayais vraiment de travailler, je comprenais rien. Et ça me rendait triste parce que je savais que mes parents allaient se fâcher. Mais en vrai, c'était que ça qui me rendait triste. Être nul à l'école ne me faisait ni chaud ni froid. Je n'aimais pas l'école. C'était juste la réaction de mes parents qui allait me déplaire, en vrai. Parce que quand on est jeune, on est enfant, on a cette volonté de satisfaire ses parents, Total. de plaire à ses parents, de faire que ses parents soient heureux, soient contents. Ouais. Donc oui, mais du coup, est-ce que finalement, ce qu'on nous a vendu comme l'intelligence de retenir des programmes scolaires, on va dire, recracher, apprendre par cœur et voilà, rédiger des choses par rapport à ce qu'on a appris machinalement, en fait, est-ce que c'est vraiment ça l'intelligence? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que le fait que tu réussisses sur d'autres domaines, que tu arrives à aujourd'hui générer, j'imagine, des millions d'euros, et que tu es successful, tu réussis dans plusieurs domaines, et que voilà, tu n'as pas de frein, ça fait aussi de toi quelqu'un d'intelligent finalement. Ouais, d'intelligent pour la société. Voilà, il y a bien une définition d'intelligence selon la société. Ouais, en fait, je te dirais que c'est pas parce que tu réussis pas à l'école que tu vas pas réussir dans la vie. C'est pas parce que tu es mauvais à l'école que tu seras mauvais dans la vie. Bien au contraire, tu seras même meilleur dans la vie, tu seras même bon dans la vie. La chose, c'est que les critères de réussite de l'école, apprendre par cœur, savoir recracher machinalement par cœur, sans même comprendre. On ne te demande même pas de comprendre. Tu es juste si tu es capable de recracher ça et de l'écrire pour que je vois que je vais te mettre 20. Tu n'as pas compris, mais je te mettrai quand même 20 parce que tu m'as recraché ce que je voulais. C'est problématique. C'est problématique parce que ça va créer des gens qui vont vivre dans une société qu'ils ne vont pas comprendre. Et moi, comme j'ai toujours eu un esprit extrêmement critique, c'est-à-dire si je ne comprends pas, je ne pourrais pas appliquer et je ne pourrais pas te l'écrire. Comme j'ai toujours eu cet esprit-là, ça fait qu'en tant qu'être humain, ça fait de moi quelqu'un qui va se poser des questions avant de regarder certaines choses, avant de faire certains choix. Quand on va me dire, ah mais vous voyez, dans la vie de bon père de famille, ce qu'il faudrait faire, c'est ça, puis ça, puis ça. Puis moi, je vais regarder, puis je vais dire, non, ça me déplaît, parce que moi, j'aimerais d'abord faire ça. J'ai envie de commencer par le dessert. J'ai pas envie de commencer par l'entrée. Et donc, du coup, on fait quoi? Ça veut dire que je suis pas bon? Ça veut dire que je suis quelqu'un de mauvais si je fais ça? Ça veut dire que, du coup, de ne pas être comme vous, ça fait de moi une mauvaise personne? Et quand tu commences à déconstruire le fait de, non, justement, c'est parce que tu n'es pas comme eux et que tu as comment tu as envie d'être, donc du coup, tu es bien avec toi-même, c'est ce qui fait que tu vis bien. Et donc, l'idée in fine derrière tout ça, elle est très simple, faire uniquement ce que tu as envie de faire.
Et peu importe, le truc, c'est que c'était applicable à l'école dans un moment de ta vie où tu étais obligé de le faire. Et maintenant, en fait, tu n'es plus obligé de faire quoi que ce soit. Donc, si tu veux commencer par le dessert toute ta vie, commence par le dessert toute ta vie. Si tu veux même pas prendre de plat, prends jamais de plat, tu vois. Mais Effectivement. fais ce que tu veux maintenant. Mm. Et moi, je ne prône que ça. Donc, tu recommandes aux personnes de plutôt, enfin voilà, D'arrêter de suivre. Voilà, d'arrêter de suivre. Et la plupart, enfin voilà, le système dans lequel on est, dans lequel on évolue, fait en sorte de nous pousser vers des voies qui ne nous correspondent pas forcément. On suit un truc et on perd quand même du temps. Alors que si on identifie chez l'enfant très tôt qu'il a un talent dans un domaine, qu'il aime faire ça, et s'il le poursuit assez longtemps, il peut peut-être devenir un génie dans ce domaine. C'est certain même. C'est intéressant à réfléchir par rapport à tout ça. Et donc, alors, donc au-delà de ton parcours, donc tu es parti après, donc tu étais en France, 93. Ensuite, donc tu es parti au Canada. Exactement. Donc, j'ai arrêté les études de droit et je suis parti à Toronto dans un premier temps, puis après à Montréal, puis après à New York. Et en fait, moi, ma grande passion, c'était la musique. C'était pas le droit. Je fais du droit parce qu'on m'a dit que c'est bien de faire du droit. C'est pour ça que j'ai fait du droit. Mais moi, mon truc, c'était la musique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans la musique, à faire de la musique, à vivre et à vouloir vivre de ma musique. C'est notamment pour ça que j'ai déménagé. Parce que le truc, c'est qu'en France, quand tu fais la musique, ou tout art, toute forme d'art, tu es considéré comme un saltimbanque. Donc, comme un petit bouffon qui fait ça de manière mignonne. Puis, un jour, il faudra commencer à passer à travailler vraiment, tu vois. Et quand moi j'étais dans des soirées ou des événements en région parisienne, machin, et que je disais, mais voilà, et toi tu fais quoi? C'est super. Et moi on me posait la question, et toi tu fais quoi? Je fais de la musique. Et on me disait, ah ok, cool. Mais du coup, tu fais quoi? Tu vois, Rentre dans le détail. Ouais, genre, c'est pas un métier de la musique. Dis-moi ce que tu fais d'autre, quoi. Tu dois travailler quelque part. La musique, tu me parles de tes passions, tu vois. Et donc, en fait, moi, ça m'a agacé au plus haut point, et c'est pour ça que j'ai décidé de déménager dans un pays, tu vois, où quand faire de la musique, c'est un vrai métier. Et tu es respecté pour ça, tu vois. Je pense que Jay-Z, quand il dit je fais de la musique, on lui dit pas, ouais, mais tu fais quoi dans la vie, quoi. Exactement. Non, c'est en fonction du pays où tu te trouves, hein, l'état d'esprit vis-à-vis de certains métiers est plus ouvert ou plus fermé. En France, il est clairement, sur tout ce qui est artistique, ça reste un peu flou. Total. C'est de l'ordre de la passion. Voilà. Et on ne peut pas vivre de sa passion. Non. Ah ouais, il faut faire un métier raisonnable. Voilà. Ça, c'est les gens qui commencent par l'entrée, tu vois, alors que nous, on commence par le dessert. Ouais, et c'est ça. Mais il y a de plus en plus de personnes qui commencent à avoir cette impulsion d'aller vers ce qui les anime vraiment. Et en fait, vivre toute une vie qui ne nous correspond pas dans un métier finalement qu'on a choisi parce que la société le veut, parce que ça fait bien sur le papier, avoir sa maison à 30 ans, être marié, etc. C'est un peu ce que la société nous vend. Ouais. Et après, se réveiller à 40 ans, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Et dire, mais en fait, c'est pas du tout ce que je veux. Et en fait, la crise de la quarantaine, finalement, c'est la personne qui se réveille et qui se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Et oula, J'ai jamais demandé ça. Je l'ai bien suivi. Voilà. C'est impressionnant comment, en fait, on peut perdre quand même pas mal d'années. Ouais, c'est ça. Et je pense que grâce au Covid, on a réussi à sortir de ça. Et je pense que le Covid, il a créé de belles choses, et notamment le fait que les gens se disent, mais en fait, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Le Covid, il a permis de calmer les gens, de les mettre sur pause, et qu'ils se rendent compte que, en fait, cette vie que je suis en train de vivre, c'est vraiment de la merde. Moi, ce que je veux, c'est faire complètement autre chose. Et tu vois beaucoup de personnes, tu prends 2020, donc année du Covid, hein, tu prends l'année 2021, donc fin de Covid, on va dire à peu près, et tu vas voir que, regarde autour de toi, peut-être toi aussi même, à partir de 2021, la vie de beaucoup de gens ont changé, de manière radicale. Et oui, moi je fais partie du lot. Hein. Ah oui, t'es dedans? Après, c'est pas vraiment ça, mais c'est en 2022. Mais je pense que ça a fait un déclic chez beaucoup de gens, effectivement. Parce que quand on travaille de 9h à 17h et qu'on donne toute notre énergie, notre temps de cerveau disponible à une entreprise, et que le soir et le week-end, on est fatigué, donc on sort, on s'occupe de nos enfants, on n'a pas le temps de réfléchir. Ouais, on ne peut pas se donc poser on aucun nous occupe moment. assez, puis il y a les réseaux sociaux. Ouais. Et du coup,
on a Netflix aussi. Ouais, on nous occupe assez pour pas qu'on se réveille. Voilà, et du coup, on se est là, et donc là, on avait suffisamment de temps pour réfléchir, se dire, attends, mais là, finalement, non, c'est plus aligné, ça va pas avec moi. Exactement. Même ne serait-ce que certaines personnes qui vivaient en Île-de-France, il y en a plein qui ont déménagé. En campagne, en se disant, en fait, c'est nul la vie dans un appartement. Exactement. Mais quand tu n'as pas le temps de te poser à voir qu'en fait, c'est nul, tu n'as pas le temps de te dire, en fait, j'aimerais une maison à la campagne. Exactement. Et donc tu es parti au Canada avec cet état d'esprit plus ouvert sur la musique. Et comment tu en es arrivé à faire cette musique pour Barack Le président Obama. Parce que c'est très simple. Les États-Unis, en tout cas plutôt le Canada, n'a qu'une frontière, c'est les États-Unis. Ils n'ont pas d'autre frontière que les États-Unis. Ce qui fait que la personne qui dirige les États-Unis a une grande influence sur ce qui se passe au Canada. Et le Canada et les États-Unis, c'est un peu comme nous et les pays européens, c'est-à-dire qu'on peut rentrer, sortir très facilement d'un pays européen à l'autre. Okay. Canada et États-Unis, c'est la même chose. Donc c'est presque le même pays finalement, tu vois. Et moi, je donnais à l'époque des cours de français à des Canadiennes. C'était comme ça que j'arrivais à faire un peu d'argent entre vendre mes prods et bosser, faire des guitares pour certains artistes et tout ça, ou faire des concerts. C'est comme ça que je faisais un petit peu plus d'argent, c'est que je donnais des cours de français à des anglophones canadiens. Et ces personnes, un jour, sont parties en me disant « Ah, Tony, on va essayer d'aider un gars qui veut devenir président des États-Unis. » Ok, d'accord. Et un jour, elle m'envoie un lien et elle me dit « Tiens, regarde, il va passer à la télé ce soir, c'est hyper intéressant, essaye de regarder qui il est. » Donc moi, je regarde à la télé, Barack Hussein Obama. À l'époque, personne ne le connaissait. Tu demandes n'importe qui sur Terre, aujourd'hui, tout le monde le connaît parce que, bien évidemment, 2 fois réélu président des États-Unis. Donc la Terre entière te connaît. À l'époque, il n'est personne et personne ne le connaît. Et même moi qui vis au Canada, j'ai jamais entendu parler de ce gars-là, pas plus que ça, tu vois. J'avais vu sa tête vaguement 1 ou 2 fois peut-être, mais rien de plus. Et elle me dit, voilà, on veut l'aider à devenir président des États-Unis. Et donc on va l'aider, on va partir, on va faire un tour avec lui aux États-Unis et tout ça, puis on va l'aider. Et on cherche quelqu'un qui puisse composer une musique pour lui. Et on sait, toi, Tony, que tu as accès à des studios, que c'est ce que tu fais. Donc, ce serait cool si tu pouvais nous faire un truc. Donc, à l'époque, si tu veux, j'aide plus Barack Obama qu'il ne m'aide parce que je suis un artiste et que je peux faire ça et que lui, c'est quelqu'un qui veut devenir président des États-Unis. Et donc, du coup, je fais cette musique. Et quelques semaines plus tard, après avoir fait cette musique, je me rends compte qu'il y a Beyoncé, Rihanna, Will Smith, will.i.am, Jay-Z, enfin, des stars du monde entier et américaines qui l'aident dans son projet. Et moi, je me dis, waouh, je suis arrivé vraiment pile au bon moment, juste avant, tu vois. Et ce qui s'est passé d'incroyable, c'est qu'il devient président des États-Unis. Et donc, moi, ma carrière dans la musique, elle explose parce que je suis le petit Frenchie qui a fait un truc pour le président américain, tu vois. Et ça aide énormément ma carrière. C'est pour ça que je dis souvent, aider les gens, donner la force. Cette personne peut devenir un jour président de quelque chose. Tu as anticipé ma question, j'allais te dire, c'est quoi la morale de l'histoire que tu as retenue de cette expérience? Voilà, ouais, c'est ça. Il ne faut jamais sous-estimer qui que ce soit. Et du coup, on peut aider. Si tu peux aider, il faut l'aider. Rappelle-toi de la phrase de ma mère tout à l'heure. Il n'y a personne au-dessus de toi, il n'y a personne en dessous de toi. Ça, je pense que c'est important parce que quand une personne réussit, on a tendance à la mettre sur un piédestal et comme si elle n'était plus humaine même presque. Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un rapport qui n'est plus équilibré en Absolument. fait. Donc, du coup, tu as fait cette musique pour Barack Obama et c'est quand même incroyable. Est-ce que tu crois au hasard ou aux coïncidences? Parce qu'à quel moment c'est possible que tu tombes sur des personnes qui, justement, connaissaient Barack Obama et qui te proposent par la suite. Non, quelle était la chance, finalement? Il y avait 0,00001% de chance, parce qu'en fait, ces femmes-là, à l'origine, ne connaissent pas cet homme-là. Ces femmes-là, à l'origine, c'est des nanas de mon quartier à qui je donne des cours d'anglais. Et elles décident plus tard d'aller suivre un groupement de Canadiens qui aident les gens de certains partis politiques américains. Et du coup, elles rentrent là-dedans. Et en rentrant là-dedans, elles font des réunions avec ces gens-là. Et un jour, lors d'une réunion, il y a quelqu'un qui dit « Il nous faudra une musique ». Et ces nanas font « Ouais, nous, on connaît quelqu'un ». La probabilité qu'elles soient là au bon rendez-vous, au bon moment, que moi, je les ai reconnues avant, c'est… Comme tu dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ce rendez-vous-là, il était… Là, c'était ton rendez-vous. Ah ouais. Et suite à Barack Obama,
Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, tu as fait 2 fois, tu as produit Ouais, deux en morceaux? 2008 et en 2012, les 2 élections. D'accord. Et le truc, c'est qu'on entend parler du fait que je suis à l'origine d'une musique qui a été en 2008, on n'entend parler qu'en 2012, pas en 2008. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un journaliste qui fait un article sur moi qui dit ah bah il y a un Français qui va écrire la musique du président Barack Obama et apparemment, mais en fait il a même fait déjà la musique du président en 2008. Mais on n'en entend parler qu'en 2012 que j'ai fait celle de 2008. Entre-temps, il s'est passé des milliards et des milliards de choses, puisque entre-temps, je deviens dans l'entre-deux SDF. SDF à vivre dans la rue suite à de mauvaises décisions, de mauvais produits. Et en fait, je me retrouve à écrire donc la musique du président Barack Obama 2008. 2009, l'année d'après, je rentre en France, tout un tas de décisions catastrophiques dans ma vie. J'arrive notamment à Bordeaux et je dors sur un banc pendant quelques mois. Et en fait, comme le dit si bien Bob Marley, nul n'est prophète dans son pays. Donc, tu as été SDF en France? Ouais, à mon D'accord. retour des États-Unis. À ton retour. Et qu'est-ce qui explique comment il y a eu ce shift, donc ce passage d'un moment fort où Ouais. tu es tout en haut À un à moment le plus bas qui le puisse moment le exister, plus il n'y a bas? pas plus bas. Les mauvaises décisions que tu peux prendre dans une vie. Tu peux malheureusement te dire aujourd'hui, au moment où certaines personnes là nous regardent sur ce podcast, on se dit tous, mais non, ça n'arrive qu'aux autres, ou ça ne va pas m'arriver à moi, ou je trouverai toujours. Non, en fait, ça peut vraiment arriver à n'importe qui du jour au lendemain, comme ça. Je me rappelle de la première nuit que je passe sur un banc à Bordeaux, 9 décembre 2009. Il fait extrêmement froid. J'ai les doigts congelés, j'ai cette sensation au pied que j'ai encore dès qu'il fait froid, tellement j'ai été traumatisé par ça. J'ai les genoux congelés, j'ai mal aux fesses tellement je suis resté assis trop longtemps. Et je réfléchis il y a quelques mois, je suis aux États-Unis en train de faire des pool parties avec des gens extraordinaires et des célébrités. Et je me retrouve aujourd'hui en France, dans mon propre pays, SDF, à cause de mauvaises décisions que j'ai prises. Mais une petite mauvaise décision, puis une autre petite. En fait, c'est comme quand les gens me disent oui, mais Tony, comment tu passes de ça à ça? C'est pas du jour au lendemain, il y a eu un truc et boum. Non, c'est d'infimes petites décisions qui ont créé ce qui s'est passé aujourd'hui. Je prends l'exemple de ton podcast, du fait qu'on se retrouve ensemble côte à côte et je t'en remercie pour ce podcast. C'est incroyable et en fait, c'est une décision que tu as prise dans le passé de me contacter. Tu m'avais déjà écrit, je crois, j'ai déjà vu tes likes et commentaires sur ce que je fais. Et donc, du coup, moi, je t'avais déjà vu, tu vois. Pas plus que ça, mais je t'avais déjà vu. Je dis, ok, je sais qui tu es, tu vois. Oui. J'avais vu ton podcast, j'avais vu les vidéos que tu avais fait. Et quand tu m'as contacté et que je me retrouve sur ton podcast aujourd'hui, c'est grâce à une décision que tu as prise dans le passé qui fait que ce moment existe. C'est toi qui as créé ce moment-là. C'est exactement la même chose pour les bonnes ou les mauvaises décisions. C'est pour ça que je dis que ton futur toi, il a besoin de toi, donc tu ne peux pas le laisser tomber, donc tu dois prendre des bonnes décisions. Bah, moi, c'était une accumulation de mauvaises décisions qui m'a amené à dormir sur un banc au bout d'un moment. Et c'est une accumulation de bonnes décisions à base de sacrifices, à base de pertes, de doutes, de casser des gens qui sont autour de toi que tu ne dois plus voir, pour reprendre de bonnes décisions qui font qu'aujourd'hui, ma vie est celle qu'elle est aujourd'hui. Donc, il n'y a pas un moment, c'est plein de petites choses. Plein de petites choses. Et c'est vrai, c'est souvent le cas des gens, hein, c'est que on a tendance à abandonner, c'est-à-dire que toutes ces petites bonnes, je parle des bonnes décisions. Quand on a un goal, on a un objectif et que on commence, mais qu'on abandonne en cours de route parce que on n'a plus la motivation, parce qu'on n'a pas la discipline suffisante, parce que peut-être qu'on a des croyances limitantes ou des peurs qui nous entravent. Ouais. Et du coup, donc toutes ces décisions bonnes que tu as prises par la suite t'ont amené aussi à avoir cette réussite et à accomplir ce que tu as accompli. Absolument. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes pour les encourager à persévérer si ils sont dans un moment où ils sont dans une phase où ils ont envie de lâcher, ils ne voient pas de résultats?
ça fait peut-être 1 an, 2 ans, voire plus. T'en as, ils vont réussir au bout de 5 ans. T'en as, ça prend 10 ans pour percer en fonction de ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Qu'il faut s'entourer de personnes qui ont réussi. Je vais te donner un exemple. Imaginons que toi, tu es dans ton podcast aujourd'hui, que ton podcast est ce qu'il est aujourd'hui, et que tu penses que tu stagnes, et à un moment que tu as envie d'abandonner. La seule manière de continuer, c'est que tu ailles voir quelqu'un d'autre qui a aussi un podcast et lui dire voilà, j'en suis là et je ne sais plus trop quoi faire. Cette personne, elle va être en capacité, moi peut-être que moi je ne pourrais pas l'être, mais que cette personne pourrait être en capacité de te dire Fadila, ce qu'il faut que tu fasses maintenant, vu que tu as fait déjà tout ça, il faut que tu fasses telle étape, telle étape, telle étape, telle étape, et tu verras que là, tu vas obtenir du résultat. Parce que toi, tu vas peut-être encore essayer 5 ans, et au bout de 5 ans, tu vas te dire, mais ça avance toujours pas. Mais c'est que parce que tu vas voir une personne qui a déjà réussi dans ce domaine ou qui est juste plus loin que toi, qui va pouvoir te prendre comme ça par la main, hop, et t'amener au niveau supérieur en te montrant ce qu'il faut faire. Donc, quand on est dans un projet où on a l'impression que l'on n'avance pas et qu'on n'a pas de résultat, ce qu'il faut voir, les personnes qu'il faut voir à ce moment-là, c'est des personnes qui ont déjà réussi et qui sont en capacité de te dire tu es sur la bonne voie, bravo, tu continues et tu vas voir que ça va payer. Ou bien, attends, là, tu fais peut-être un truc que tu ne devrais pas faire, viens, fais plutôt ça et tu verras, là, tu vas obtenir du résultat. C'est la seule chose à faire à ce moment-là. Et s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, chose que j'ai trop longtemps fait, c'est m'obstiner à faire et à ne pas avoir de résultat et à ne pas comprendre pourquoi. Ça, c'est la pire des choses. Donc oui, il faut apprendre de ses erreurs et essayer de se remettre en question pour pouvoir avancer. Parce que si on reproduit toujours la même chose, on aura toujours les mêmes résultats, c'est sûr. Et est-ce que, bon, tu as toujours, c'est-à-dire quand tu as eu des projets, tu les as toujours partagés, ces projets? Est-ce que parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il faut garder les projets pour soi, sinon on peut nous les voler. Quelle est ta position là-dessus? Alors, le truc c'est que on se dit souvent, si je parle de mes projets, on va me le voler et on va me voler mon idée. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument, dès que vous avez la moindre idée, parler de cette idée. Parler de cette idée à un maximum de personnes. Un maximum de personnes éveillées, intelligentes. Hein. Par contre, s'il y a bien un type de personnes qu'il faut éviter, c'est les bienveillants. Okay, les bienveillants, on ne leur en parle pas de ces projets-là. Pourquoi? Parce que les bienveillants, c'est ceux qui t'aiment beaucoup. C'est ceux qui disent non, fais pas ça, reste dans ton coin, reste sage et calme. Et ne bouge pas trop, c'est mieux pour toi. Tu vois, eux, c'est les bienveillants. C'est ceux qui veulent que ton bonheur. Tu vois, il faut les éviter. Et généralement, on a peur de parler de ses propres projets parce qu'on se dit, mais on va nous les voler. Alors que pas du tout. Voire même, tu sais quoi? C'est même l'objectif. Si quelqu'un te vole ton projet, ça va te créer une certaine concurrence. La concurrence crée la clientèle. Pourquoi est-ce qu'à côté d'un McDo, il y a un Quick? Pourquoi est-ce qu'à côté d'un Zara, il y a un Mango? Tu vois? Pourquoi est-ce qu'à côté d'une certaine chaîne d'hôtels, il y a d'autres chaînes d'hôtels? Parce qu'on se met côte à côte de façon à attirer nos clients. Tu vois? Pourquoi dans une zone commerciale, il y a toujours deux types d'activités, enfin deux types de concurrence d'une même activité? Parce qu'en fait, tu attires le chaland grâce à ça. Si tu es la seule boîte de nuit au fin fond de la mer, il n'y a personne qui va te voir. Mais si tu es dans le pôle où il y a toutes les boîtes de nuit, bah là, tu vas prendre des clients. C'est exactement la même chose quand tu as un projet. Il faut que tu en parles à un maximum de personnes. Et limite, si tu crées ton futur concurrent en faisant ça, bah lui, il va pouvoir éduquer les clients sur le produit. Tu ne seras pas le seul à faire du marketing. Je te prends l'exemple d'un de mes bars. L'un de mes bars est à côté d'un gros bar qui est bien plus gros que nous, tu vois. Et lui, il fait beaucoup de communication, il fait beaucoup de pubs. Nous, on n'en fait pas. Pourquoi? Parce qu'il fait le taf pour nous. Il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin de le faire. Il fait tout le boulot. Alors que si on était seul dans le coin, bah, il faudrait qu'on fasse énormément de pubs, que ça va nous coûter cher, ça, tu vois. Ouais. Tu n'as pas besoin. Donc, il est là l'avantage d'avoir de la concurrence et de parler de ses idées. Et du coup, quand tu es tout seul, tu dois tout faire en fait. Créer le marché, wow. la communication, les prospects. Wow. Bon, c'est pas impossible, mais c'est un travail qui est beaucoup plus titanesque. Voilà, titanesque. Et ouais. Donc on a un petit peu dévié, mais donc tu nous as partagé un moment fort de ton parcours, je crois. Est-ce que c'est le moment le plus marquant de ton parcours? Oui, c'est le moment le plus marquant, ce moment où malheureusement je suis à la rue parce que il cristallise beaucoup de choses de ce que je suis ou de ce que je fais aujourd'hui. Pour donner des exemples, se retrouver à la rue, c'est quoi? C'est
pas avoir d'appartement. Enfin, c'est peut-être très bête, mais le truc, c'est que moi, j'ai vécu dans un traumatisme en ayant cette histoire-là. Ne pas pouvoir me brosser les dents le soir, ne pas pouvoir prendre une douche chaude, pas de douche du tout. Tu vois, je prenais ma douche dans des toilettes handicapées, dans des lieux publics. Donc aujourd'hui, si j'achète autant et si j'ai autant d'immobilier aujourd'hui, c'est parce que je réponds. Certains disent que oui, Tony, tu investis beaucoup dans l'immobilier, c'est extraordinaire ce que tu fais. Non, non, je réponds juste à un traumatisme que j'ai qui est je ne veux pas me retrouver à la rue. Donc peu importe où j'irai sur Terre, j'aurai un toit. Tu vois. Et donc en fait, les relations humaines, tout à l'heure, je te disais, quand je rencontre quelqu'un qui me dit tu fais quoi dans la vie, je lui dis je suis SDF. Parce qu'en fait, je veux voir qui tu regardes. Est-ce que tu regardes l'être humain ou est-ce que tu regardes l'entrepreneur? Je veux que tu sois attiré, intéressé par l'être humain. Si c'est l'entrepreneur qui te plaît et que c'est lui qui t'attire, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, toi, il va falloir que tu m'attires tout autant. Parce que moi, je suis très exigeant en tant qu'entrepreneur. Et si je vois que tu n'as pas le niveau, je ne vais pas te calculer, je ne vais pas te parler. Et donc, ça m'a changé en tant qu'être humain. Ça m'a changé à me dire que soit je fréquente des êtres humains, qui aiment les gens pour les gens, soit je rencontre dans ce cas-là des gens qui sont intéressés, mais attention, mettez-vous à mon niveau parce que le mien, il est haut, quoi. Et donc, ça a changé beaucoup de choses en moi, comme ça. Le fait d'être passé par cette étape. Et cette étape-là, du coup, qu'est-ce que ça t'a amené à faire? Quelle prise de conscience et action tu as enclenché suite à ça? Et comment tu t'es sorti de cette situation? Parce que c'est Alors, quand même la c'est base. encore une fois un long périple de sortir de cette situation. C'est un long chemin qui est pris de petites décisions et de décisions. Mais s'il y a bien une chose que je retiens, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé. Il y a un ange tombé du ciel qui m'a aidé à sortir de tout ça, qui m'a donné un toit, qui m'a permis de prendre des douches chaudes, qui m'a permis de me brosser les dents un soir. C'est idiot de dire ça, mais pour moi, c'était tellement important, tu vois. Euh, et cette personne-là m'a dit quelque chose qu'aujourd'hui je retiens encore et que je garde profondément. C'est que je lui dis, mais pourquoi m'aider? Pourquoi moi? Tu sais, tu me dis, parce que tu perds tellement confiance en toi au bout d'un moment que tu es là, est-ce que je vaux quelque chose? Tu vois, c'est bizarre de se dire ça in fine. Il dit, ben, pourquoi moi? Il me dit, ben, pourquoi toi? Parce que tu en avais besoin. Ah bah oui, c'est vrai, j'en avais besoin, exact, tu as raison. Ok, et qu'est-ce que je peux faire du coup pour t'aider, te rendre la monnaie de ta pièce d'une certaine manière? Tu as envie d'être reconnaissant, dans gratitude et de pouvoir dire, ben, moi aussi je vais faire quelque chose pour toi, tu vois. Et elle me dit, non, non, tu n'as rien à faire. Juste par contre, si jamais tu rencontres quelqu'un qui a besoin d'aide et que tu es capable de l'aider et que ça ne te coûte rien, bah, donne la force. Et donc moi aujourd'hui, bah, je donne la force à qui je peux. Et à qui je vois en a besoin, on me demande, bah, je vais l'aider. Ok. Et du coup, donc ça apprend aussi à être humble, hein, finalement, cette expérience. Et de comprendre que au-delà de l'argent, des possessions, en fait, tout peut nous être repris du jour au lendemain et que souvent on s'attache à ce que la personne possède, les titres, l'argent, etc. Mais la vraie richesse, c'est qui on est à l'intérieur et Ouais. ça, on l'oublie beaucoup. Ouais, rien, moi, je m'en suis rendu compte ce jour-là, rien ne t'appartient. Rien n'est à toi, tout est à l'État déjà. Rien n'est à toi. Et tout ce que tu penses que tu as en termes de possession ou en termes de personne, en vérité, c'est dur à se dire, mais tu es seul. Tu es vraiment seul. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui prennent leurs décisions par rapport à, et je peux le comprendre, leur conjoint, leur famille, leur enfant. Leur... Et tu te rends compte qu'à certains moments de ta vie, quand tu vas vraiment chercher de manière directe ou indirecte leur aide, tu te retrouves seul. Et on va même te pointer du doigt les choix que tu as fait ou que tu aurais dû faire au lieu de les faire par rapport à nous. Tu vois, mais on t'a rien demandé. Tu vois, ce genre de... Et c'est là où Oui, tu te rends je compte que vois tu es seul parfaitement. et que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes en tant que possession ou en tant que personne autour de toi, tu dois faire tes choix que par rapport à toi, de manière très égoïste. Et je dis de manière très égoïste parce qu'en fait, c'est le terme pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'en réalité, ce n'est pas égoïste que de choisir pour soi. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire comme phrase de « bon, t'as rien demandé » le jour où toi tu demandes de l'aide parce que tu as fait des choix par rapport à d'autres personnes. Donc, pour aller à l'opposé de ça, c'est faire des choix très égoïstes. Et c'est quand tu commences à faire ces choix-là, tu te rends compte que tout le monde est en accord avec toi. Et tu es là, mais j'aurais dû faire ça plus tôt. Et c'est là que tu te rends compte que tu as perdu des années de ta vie. Effectivement. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce que tu viens de dire là, mais ouais, c'est impressionnant de voir que. Enfin, j'étais en train de m'imaginer en fait. C'est quand tu disais Vas-y. que
quand tu te choisis, quand tu prends des décisions risquées, et ben en fait, tu as plein de gens qui te tournent le dos, qui te pointent du doigt. Ouais. Et c'est quand tu réussis qu'après, on te dit « Ah, ben comment tu as fait? Est-ce que ça t'est arrivé ça, Mais du bien coup sûr. La meilleure phrase, c'est « Mais moi, j'ai toujours cru en toi, Fadila. » Ouais. Quand tu réussis. Ah non, C'est mais facile de le dire. moi, Ça. je savais que tu allais réussir, tu vois. Et tu as d'autres personnes qui vont te dire, encore une autre phrase, c'est la meilleure pour moi, je l'adore, c'est « Ouais, mais toi, tu as de la chance. » T'as de la chance, Oui, t'as de la la chance, t'imagines? chance, oui. La chance. Moi, ouais, Tout un truc. Hein. on m'a souvent dit, ah, non mais toi, Tony, t'as de la chance. Pour toi, c'est facile. Mais bien sûr que pour moi, c'est facile. Bien sûr que j'ai de la chance. Je vais te dire, c'est quoi de la chance? La chance, c'est se réveiller tous les matins hyper tôt, bosser, c'est me coucher tous les soirs, avoir énormément de doutes sur ce que je vais faire, prendre des décisions risquées où je peux perdre à tout moment tout mon argent. La chance, c'est apprendre des choses constamment, c'est me former et faire que ça me coûte cher, c'est faire des sacrifices de ma santé physique, intellectuelle, mentale, financière. Oui, j'ai de la chance. C'est ça ma chance. Et l'entrepreneuriat, en fait, et quand je parle avec des personnes autour de nous, c'est ce qui revient, c'est qu'en fait, c'est constamment, l'entrepreneur est constamment challengé sur grandir, évoluer. C'est pour ça qu'il doit tout le temps se former, Ouais, absolument. participer à des masterclass, etc. Travailler son mindset parce que c'était son propre patron. C'est si tu bouges pas le matin pour faire avancer les choses, personne ne le fera. Absolument. Personne ne va le faire pour toi. Donc tu te retrouves face à tes insécurités, tes ombres les plus sombres devant toi. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides de faire comme si tu les vois pas, ou est-ce que tu décides de les voir pour ce qu'elles sont et continuer d'avancer, les dépasser? Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça m'a appris ça, en tout cas pour moi, c'est qu'il faut passer par des périodes parfois sombres pour après voir la lumière. Ouais. Et du coup, ton parcours le montre aussi. Parce que, l'entrepreneuriat, on voit souvent les paillettes, on voit tout ça, mais ça demande quand même des sacrifices, ça demande du travail que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Personne ne veut marcher en enfer. Voilà, et c'est ça. Mais on voit le lifestyle, on a envie d'avoir ce lifestyle, mais on n'a pas envie d'avoir les sacrifices qui vont derrière. C'est clair. Ça, c'est une réalité. Donc, du coup, tu as trouvé quelqu'un pour t'aider. Et après, qu'est-ce qui a Et après, suivi? cette personne-là m'a aidé, m'a mis le pied à l'étrier de ma propre vie pour que je puisse avoir une base pour commencer vraiment à travailler et à faire des choses. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai pu sortir de la rue et avoir un appartement où aller ou une chambre où me coucher, je me rappelle de la première nuit que je passe, où je regarde pour la première fois un plafond. C'est tellement bête comment tu peux te retrouver à la rue et à regarder, tu regardes le ciel, tu dis c'est beau le ciel, il y en a qui aiment faire tu vois, de dormir à la belle étoile. Moi, je ne veux plus dormir à la belle étoile. Pour moi, dormir à la belle étoile, c'est une angoisse. Tu vois, chez certaines personnes, c'est un souhait. Chez moi, c'est une angoisse de voir le ciel la nuit quand il est trop tard, parce que ça me rappelle des souvenirs désagréables de ma vie. Tu vois, chacun est torturé par sa propre vie. Hein. Et moi, je me rappelle de ce premier soir où je suis dans une chambre et je vois le plafond de la chambre et je me dis, waouh, c'est beau, un plafond, les lumières. Tu oublies tellement de détails et je me dis, ok, à partir de maintenant, je vais devenir réellement imbattable. Je l'ai été dans ma vie par ce que j'ai fait, par tout ce que j'ai pu faire. J'ai fait des mauvais choix. À partir de maintenant, tous mes choix ne seront calqués que sur mes envies. Personne d'autre. C'est si j'ai décidé que ça soit comme ça va être comme ça. Ceux qui ne sont pas d'accord restent ou partent. Mais c'est toujours comme ça. Et après, je veux devenir, à partir de maintenant, j'ai toujours été un compétiteur. Je faisais de la boxe de haut niveau quand j'étais petit et tout ça, quand j'étais plus jeune. Et j'ai toujours été un compétiteur. Et là, j'ai repris mon esprit de compétiteur en disant, peu importe le domaine ou le job ou l'entreprise, peu importe ce que je ferai, à partir de maintenant, c'est numéro 1 ou rien du tout. Et donc, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans mes entreprises, dans mon travail, dans tout ce que je fais, le seul objectif, c'est de devenir leader sur le marché et rien d'autre. Et c'est à partir de là que tout a changé. Parce que cet état d'esprit, je l'ai conservé. Et parfois, il faut toucher vraiment le rock bottom, le fond du fond, pour pouvoir se dire, en fait, ça y est, j'ai déjà touché le fond. Maintenant, qu'est-ce qui peut m'arriver plus pire?
Donc, en fait, finalement, ces peurs-là qui pourraient, parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de se retrouver à la rue, qui se disent, je garde mon CDI, ça ne me plaît pas, mais si je le lâche, ben, en fait, qu'est-ce que je vais me retrouver sans toit sur la tête, sans ceci, sans cela. Et ça, c'est des peurs quand même qui freinent les gens. Mais toi, tu les as touchés vraiment là. Et donc là, tu es inarrêtable. Ben, imbattable. Et à partir du coup de cet épisode-là, qu'est-ce que tu as mis? Ah oui, j'ai une question. Donc, tu disais quelque chose justement avant par rapport au fait de se rendre compte de la chance d'avoir un plafond. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut se rendre compte des petites choses positives qu'on a dans notre vie. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui te le recommandent, des gens qui sont successful aujourd'hui, c'est d'être reconnaissant, d'être dans la gratitude, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger sur sa table. Ça peut être bateau, mais avoir de l'eau qui coule dans sa douche. Rien qu'en Guadeloupe, c'est pas la réalité. On n'est pas loin. C'est pas une réalité pour tout le monde d'avoir de l'eau qui coule. On va dans d'autres pays, c'est la guerre, des enfants se font massacrer. Et nous, on se plaint des fois pour des petites choses. Mais si on prend déjà conscience de ce qu'on a dans le moment T, et souvent on oublie, on est porté par le flot de la vie, par ce qu'on doit accomplir, etc. Mais on oublie le principal, d'être en bonne santé. Parce que quand on n'a pas la santé, ben notre problème numéro 1, c'est de la retrouver. Exactement. Il n'y a plus d'autres problèmes à part ça d'ailleurs. Voilà. Là, j'avais 100 problèmes, 99 problèmes. Là, j'en ai plus qu'un seul. Allez mieux. Et du coup, il y a plein de gens qui négligent leur santé, qui ne font pas d'activité sportive, etc. C'est aussi notre mindset à avoir. Donc ça, c'était. Donc pour toi, est-ce que tu pratiques la gratitude? Est-ce que c'est des choses que tu te rappelles au quotidien? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai une meilleure amie qui s'appelle Sonia, que certains connaissent, Sonia Zarbatani. Elle est incroyable. Et on s'appelle tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas une journée où on ne s'appelle pas, on s'appelle tous les jours, elle vient à Montréal. Moi, je suis à Montréal très souvent parce que justement, notamment, elle est là-bas et qu'on travaille ensemble et qu'on fait tout un tas de choses ensemble. Et il y a une chose qu'elle fait tous les jours, elle le fait avec tout le monde, elle te dit, c'est quoi ton highlight? Elle dit, dans ta journée, tu vois, par exemple, toi, dis-toi ça ce soir ou dis-le à ton petit garçon, c'est quoi ton highlight? Quel a été le moment de ta journée qui a été le meilleur? Peut-être que tu diras, ah bah j'ai passé un super moment avec Tony et peut-être que je serai ton highlight. Ou tu vas dire, ah ben aujourd'hui j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit bonjour et cette personne m'a fait un sourire radieux et peut-être que ça sera ça ton highlight. L'idée, c'est vraiment de trouver dans sa journée un moment qui a été le bon et le beau moment pour montrer que quelque chose a avancé. Parce que quand on travaille sur certains projets ou qu'on fait certaines choses, moi par exemple ces jours-ci je suis sur un projet immobilier qui me fatigue depuis plus d'une année. C'est un de mes amis, Martin, qui me disait ouais mais Tony, dans ta journée, est-ce que ce que tu as fait, même si tu es déçu de ta journée, est-ce que ce que tu as fait de ta journée a fait avancer au moins de 0,01% ce que tu es censé faire? Oui. Il me dit alors c'est bon, tu as sauvé ta journée. Et c'est ça, vraiment être reconnaissant de ça. Mais je la suis Sonia et je trouve qu'elle a une énergie incroyable. Et du coup, moi, j'avais entendu cette phrase-là et je me la pose aussi. Voilà, tu me parles, c'est marrant, mais je me pose cette question. Alors, je ne dis pas highlight, mais je me dis, de quoi je suis fière aujourd'hui parmi ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu accomplir. Et des fois, c'est des petites choses. On n'est pas obligé d'avoir fait une grande chose, mais même d'avoir fait son sport, sa séance de sport dans la journée. Je ne sais pas moi, d'avoir une discussion intéressante qui t'a fait avoir une prise de conscience sur un sujet. Tu te dis, ah ouais, j'avais besoin de cette réponse. Et là, en fait, en discutant avec cette personne, j'ai la réponse. C'est des petites choses, ça n'a pas besoin d'être forcément des grandes choses. Okay. Et alors, par rapport à toujours la suite, le déroulé, donc tu t'es donc promis de te faire passer en premier, d'être le numéro 1. Et quels ont été les next steps par la suite? Ça a été, les next steps, ça a été de commencer par des essentiels, quoi. C'est-à-dire que on privilégie son toit, donc trouver vite un toit parmi lequel je ne suis pas locataire mais propriétaire, avoir une entreprise qui tourne, un business qui puisse tourner, donc répondre à un besoin précis d'entreprise ou de particulier pour pouvoir faire de l'argent. Donc ça a été tout un
tout un travail, tout un cheminement pour accéder à quelque chose qui est difficile, qui est ce que certains pourraient appeler la sécurité financière ou la liberté financière. Et ça a été d'abord faire ça, ce travail-là. Et après, une fois que ça s'était sécurisé, eh ben, c'est passé à une autre étape de créer plus d'entreprises, créer plus d'activités, s'associer à d'autres personnes, changer les gens et les relations. Tout ça, ça a été les next steps et c'est des années et des années et des années de travail pour y arriver parfaitement et c'est jamais fini, quoi. Ouais, je pense toute notre vie, hein, en Toute fait, notre vie, finalement. bien sûr. Et donc, quels sont tes projets aujourd'hui sur lesquels tu travailles? Tu as dit que tu avais un projet dans l'immobilier et je sais que tu as ouvert des bars à vin sur Bordeaux. Ouais, Est-ce, vin et bière, ouais. mais du coup, est-ce que c'est ces projets-là sur lesquels tu bosses Non, ça c'est actuellement ou déjà fini. Ça c'est déjà en cours. Enfin, c'est des business D'accord. qui tournent actuellement. Là, je te dirais que les deux prochains projets que j'ai sont la création d'un parfum. Et là, on se dit, pourquoi il va créer un parfum? Mais dis-nous tout. En fait, c'est très simple. Le truc, c'est que je porte un parfum qui est très particulier. Et comme je rencontre, moi, énormément de personnes, le parfum est une chose qui est essentielle pour moi. Sentir bon, pour moi, c'est quelque chose de… Tu vois, je suis très sensible aux personnes qui sentent bon. Ça va paraître bizarre que je dise ça comme ça, mais quand je te dis bonjour, je dis « Ah, wow, elle sent très bon ». Et pour moi, c'est hyper important de se dire, quand je te dis bonjour, de sentir que tu sens bon ou que je sens bon. Parce que pour moi, c'est un lien invisible qui va se créer et il y a tout un imaginaire autour. Et moi, comme je rencontre énormément de personnes à longueur de journée dans tout ce que je peux faire, je dis bonjour ou je suis à côté de beaucoup de personnes. Donc, sentir bon, c'est une trace aussi que je laisse à côté et un souvenir que je laisse dans la tête des personnes quand je les laisse, mais c'est aussi comment je pourrais dire ça, pas une prédiction, mais quand ils me voient et que je sente bon, il y a un non-verbal, un imaginaire qui se crée dans leur tête, juste grâce à ça. Et en fait, j'ai un parfum qui est si particulier, qui n'existe pas puisqu'on me le fabrique, que j'ai décidé de le faire et de le fabriquer, enfin, mais à une échelle industrielle, à des personnes. Un petit groupe de personnes, parce que quand on sait ce que je ne fais que des exclusivités. Donc, je vais sortir mon parfum dans une édition extrêmement limitée que je lancerai en vente qu'une fois par an avec un nombre de bouteilles très limité et que je ferai chaque année. Tous ceux qui l'auront, tous ceux qui ne l'auront pas, eh bien, vous pourrez aller dans les grands magasins ou acheter le même parfum que monsieur et madame tout le monde. Donc, tu crées la rareté. Je crée tout le temps la rareté dans tout ce que je fais, que ce soit mes conférences. Par exemple, les conférences, je ne fais que 5 conférences par an. D'ailleurs, pour l'année prochaine, je change. Je ne ferai plus que 3 conférences par an. C'est-à-dire que ma présence en elle-même est extrêmement rare. Et si tu veux me voir, généralement, ça va être lors de mes masterclass privées, physiques que je vais donner. Comme là, j'en fais une en Martinique. La dernière, je l'ai fait il y a 3 ans. J'en fais une tous les 3 ans en Martinique. Ou bien c'est mes masterclass à moi, mes masterclass business, qui sont qu'une fois par an. Donc, je crée la rareté dans tout ce que je fais parce que d'un, c'est très cher, mais de deux, il y a une valeur qui est introuvable. Que ce soit le parfum qui est en édition limitée, qui est unique, qu'aucune grande marque ne peut répliquer, ou que ce soit les conseils que je vais donner parce que je sais la valeur qu'ils ont. D'accord, donc du coup, est-ce que selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on peut créer de la rareté, puisqu'il y a différents types de business, etc. Est-ce qu'on peut créer la rareté partout, dans n'importe quel business, ou est-ce qu'il y a des façons de l'amener? Le marketing, il joue un rôle important. Crucial, crucial. Moi, ça fait partie de mon marketing que d'être un produit rare parce que c'est comme de l'or. S'il y avait de l'or, comme il y a des galets dans la mer, ça n'aurait pas la valeur que ça a. Et si les galets étaient extrêmement rares, tu en aurais autour du cou. Et donc, cette idée de rareté, c'est la même chose quand tu te vends toi. Moi, je suis mon propre produit. Et je ne me rends pas rare parce que je veux devenir un produit premium. Je me rends rare parce que je veux sélectionner les gens qui vont me voir. Je veux sélectionner les gens qui vont acheter mes conseils. C'est pour ça que mes conseils sont chers. Je l'ai écrit sur ma bio Insta. Mes conseils sont payants et c'est pour ça que ça marche. Et donc, je sais que moi, mes conseils fonctionnent par rapport aux expériences que j'ai pu avoir. Donc, je les mets à un prix très haut si tu veux les avoir. Mais il n'y a qu'une petite élite de personnes capables de se payer ces conseils qui vont réussir derrière.
Et donc, je crée chez eux cette petite pépite d'or qu'ils vont devenir, tu vois. Et donc, tu peux le créer dans tous les business, mais ça va dépendre, ton positionnement va être important. Je te prends l'exemple, j'ai un bar à bière. Mon bar à bière, je n'ai aucune volonté de créer de la rareté dessus. Bien au contraire. Là, on est en mode industriel, tu vois. On vend à fond et on vend à un maximum de personnes. Mon parfum, il est unique parce que c'est un nez. Les nez, c'est ceux qui créent les parfums, on appelle ça Oui. les nez. C'est un nez qui me crée mon parfum. Et ce mec-là, il est dans une grotte dans un pays. Il y a les stars du monde entier qui se font faire leur parfum chez ce gars. Lui, il fait partie des gars qui me créent mon parfum. Et quand il crée un parfum, il le crée de manière unique. Et moi, je veux pouvoir créer ce parfum donc, qu'il m'a fait et d'en faire quelques bouteilles que je vais vendre. Et je veux qu'il soit rare parce que je ne veux pas retrouver mon parfum chez Micheline qui passe ou chez Patrick qui passe dans la rue et je sens mon parfum. Ça, je ne veux pas. Je veux que ce soit que des personnes d'exception qui puissent l'avoir et qui puissent comprendre la valeur de ce parfum-là. Tu n'es pas en train d'acheter le parfum sauvage ou One Million. C'est sympa pour monsieur, madame, tout le monde, pas pour les gens que je vise. Effectivement, donc la rareté permet de susciter aussi l'envie, puisque les gens… Absolument, bien sûr. Et qu'est-ce que tu conseilles à des personnes qui ont du mal qui sont entrepreneurs ou bien même salariés, hein, mais qui ont du mal, par exemple, à mettre leur prix? Parce que tu dis que ton prix est cher, et du coup, c'est pour ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font face à cette croyance limitante, cette syndrome de l'imposteur, ou s'ils mettent un prix trop élevé selon eux, parce que c'est toute une question de… Tout est relatif en termes de prix. Ils ont peur d'arnaquer la personne en face. Il y a tout un tas de croyances. Qu'est-ce que tu recommandes à ces personnes qui font face à et qui voudraient augmenter leur prix, mais qui se retrouvent face à ce blocage? En fait, c'est un blocage qui est dû à l'argent. Si tu as quelqu'un qui te dit « moi, je ne vais pas augmenter mon prix parce que j'ai l'impression d'arnaquer l'argent », c'est parce que cette personne, elle a une croyance limitante qui est « l'argent, ça se gagne de manière dure ». Tu sais, on a souvent dans les Antilles, on pense souvent que pour gagner son argent, il faut travailler dur. C'est une croyance limitante. Parce que si tu travailles dur pour avoir ton argent, ça veut dire que tu as mérité ton argent. Tu sais, si je te fouette, donc c'est dur, donc du coup tu as mérité. Donc un rapport à l'histoire. Alors que si tu enlèves la croyance limitante de il faut travailler dur pour gagner de l'argent et que tu trouves quelqu'un qui est capable d'acheter cette table pour 50 000 euros, il la veut pour 50 000 euros. Pour lui, elle vaut 50 000 euros. Vends-lui 50 000 euros, même si elle t'en a coûté 5. Tu n'es pas en train de l'arnaquer. Pour lui, il a obtenu ce qu'il voulait. Et la plupart des gens qui pensent d'ailleurs qu'on les arnaque là-dessus, ce sont souvent aussi les premiers à vouloir acheter la petite sacoche Vuitton ou Hermès ou le petit machin qui a coûté littéralement 15 balles à être fabriqué et qui revendent 8 000. Effectivement. Et donc le truc, c'est que ces marques-là n'ont aucun mal à se dire ben ouais, mais moi je le vends ce prix-là. Ben pourquoi je le vends ce prix-là? Parce que j'ai fait tout un marketing autour qui montre que ce produit est rare et donc du coup les gens vont l'acheter pour ça. Et donc c'est pour ça que ces entrepreneurs ne doivent pas tomber dans le syndrome de l'imposteur ou de l'arnaqueur qui est de se dire bon ben voilà, je vais essayer de vendre mes produits pas très chers et comme ça on pourra me les acheter. Mais le truc c'est que tu ne fais pas d'argent en faisant ça. Donc quand tu arrives à ce niveau-là, il faut enlever la croyance de il faut travailler dur pour obtenir de l'argent. Non, il faut juste mettre tes prix et être heureux de mettre ce prix-là et de toucher cet argent-là. Et après, il y en a d'autres qui ne savent pas mettre leur prix, c'est-à-dire qu'ils mettent des prix trop bas. Et mettre des prix trop bas, c'est encore une autre bataille, mais là, pour le coup, il faut se dire que quand tu commences à mettre des prix trop bas, c'est beaucoup plus compliqué de les augmenter par la suite, parce que quand les gens sont habitués à payer un certain prix, tu ne peux pas leur dire du jour au lendemain, bah, maintenant tu payes le double. Qu'est-ce qui justifie que je paye le double? Si tu es capable de justifier de pourquoi les personnes vont devoir payer le double, parce que tu apportes un certain service, parce que ta marge a une logique, parce que tu réponds à une problématique, ok, là tu peux le justifier. Mais s'il n'y a aucune justification, tu risques de rester coincé dans cette case-là, de petit prix. Ok. Pour juste aborder d'autres sujets par rapport au podcast, donc c'est un podcast qui aborde aussi tout ce qui est… on peut pas, des fois on ne le casse pas dans la spiritualité, mais j'essaie d'aborder ce sujet-là, pas la religion, mais la spiritualité, c'est-à-dire nos croyances, ce qui fait que on va avancer, on va avoir envie d'avancer dans telle direction.
On entend beaucoup parler de manifestation, de visualisation. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu crois? Ouais. Moi, il y a une chose qui est très importante, peut-être parce que j'ai peu d'amis, c'est même sûr, c'est que je me parle à moi-même. Tu sais, il y a des gens qui ont plein d'amis, qui ont plein de personnes. Moi, j'ai un cercle social qui est tout petit. Comme j'ai beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, j'ai un demi-million de personnes, forcément on se dit waouh, ce mec-là il doit avoir plein d'amis. Restreint comme ça. Mm. Et je me parle du coup à moi-même, tout seul. Beaucoup, énormément. Je suis mon meilleur ami, certainement. Et le fait de me parler à moi-même de ce que je suis en train de faire, de ce que je veux accomplir, des idées que j'ai, de brainstormer avec moi-même, fait que je manifeste énormément mes envies. Si j'ai envie de quelque chose, je vais me convaincre à moi-même en me parlant à haute voix de pourquoi je veux le faire et comment je vais le faire et comment je vais réussir à le faire. Je crée le plan en me parlant avec moi-même et en créant même ma propre contradiction, en étant mon propre avocat du diable. Oui, mais si tu fais ça comme ça, est-ce que tu ne devrais pas faire ça comme ça? Parce qu'il pourrait arriver ça. Ouais, mais ça ne va pas nous arriver parce qu'en fait, on va faire ci, ça. En fait, dans ma tête, on est plusieurs. Mais c'est moi le chef. Ça pourrait être l'objet d'un film, ça. Exactement. Il y en a même un dans ma tête, il me menace de dire qu'il existe. Du coup, on ne parle jamais de lui. On est plein. Et donc, du coup, non, mais c'est important, en fait. Ce que tu fais en te parlant à toi-même et en affirmant des choses, ce sont des affirmations positives. Absolument. Et du coup, la plupart des gens qui réussissent ou qui accomplissent des choses, quand on leur demande, ils ont une certaine croyance. Mais pour avoir certaines croyances qu'on n'avait pas avant, il faut les implémenter. Donc, se les répéter. C'est ça. La répétition crée la réalité. Crée la réalité. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut faire attention aux mots qu'on entretient envers nous-mêmes. Ouais. Quand on dit « Ah, ben je suis con ». Ah, jamais. Jamais dire ça. Il y a plein de gens qui font des trucs comme ça. « Ah, je suis bête, j'ai pas pensé à ça. » Des propos vraiment négatifs sur soi-même. Never. Je pense que voilà, on doit être notre propre meilleur ami, vouloir le meilleur pour soi, essayer de se voir le plus positivement possible, parce que c'est pas les autres. La valeur qu'on s'apporte à soi-même, elle se reflète à l'extérieur. Absolument. C'est pas ce que les autres pensent de moi, c'est ce que je pense de moi va se transmettre à l'extérieur et les autres vont penser la même chose. Absolument. Donc du coup, tu crois au pouvoir quand même du mental. Total. Et de l'influence qu'il a sur notre vie. Oui, absolument. Et du coup, ben voilà, pour la dernière chose avant la fin de cette interview, c'est qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent, qu'elles peuvent mettre en place dès demain, un conseil, le conseil que tu donnerais à une personne que tu apprécies ou pas, mais en tout cas qui toi, t'a parlé, qui t'a aidé. Qu'est-ce que tu partagerais? Je donnerais un exercice à faire. Un exercice qui m'a énormément aidé quand j'ai voulu me mettre très sérieusement au travail avec des objectifs. C'est très simple. Vous prenez une feuille blanche. Sur cette feuille blanche, vous allez écrire toutes les choses que vous voulez être, vous voulez avoir ou que vous voulez faire. Que vous voulez être. Je veux être ce type de personne qui a confiance en moi, qui parle avec assurance, qui corrige ça de moi. Tout ce que vous voulez avoir. J'ai envie d'avoir mon propre avion, d'avoir cette petite paire de chaussures qui me plaît, d'avoir ce petit bracelet qui je ne sais pas quoi, d'avoir cette maison. Peu importe le prix, la taille, il faut l'écrire. Et ensuite, tout ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Je veux accomplir ça. Je veux faire ça. Je veux ma licence de pilote d'avion. Tu vois, tout ce que vous voulez accomplir. Et ça, il faut l'écrire. Et dans cette liste-là, vous en choisissez 3 que vous pouvez faire dans la semaine ou dans le mois. 3. Et vous vous y tenez. Le fait de s'y tenir, tu vas choisir du coup ce qui est le plus accessible. On est d'accord? Du fait de t'y tenir, le truc, c'est qu'il faut savoir que c'est que ton cerveau ne fait aucune différence entre je veux posséder un Airbus A330 et je veux posséder cette petite paire de chaussures qui me plaît. Le cerveau ne fait pas la différence entre les deux. Toi, ton rationnel fait la différence entre le prix qui sépare ces deux-là
Le cerveau, lui, non. Donc, quand tu vas y arriver, ce qui va se passer, c'est que tu vas gagner en confiance en toi en disant « Ah, j'ai réussi à le cocher, j'ai fait un trait comme ça, donc c'est faisable. » Et là, du coup, tu vas te mettre à faire les 3 prochains, peut-être un peu plus compliqués. Et pour les faire, il va falloir que tu fasses plein de petites étapes. Donc, il faut que tu écrives les étapes pour y arriver. Et ainsi, tu vas commencer à cocher des petites étapes qui vont t'amener vers le but que tu t'es donné, soit de être, soit d'avoir, soit de devenir ou d'accomplir. Et à force de faire ça, tu vas te rendre compte d'une chose, c'est qu'en fait, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Et là, à partir de ce moment-là, tu te rends compte que cette liste que je viens de te faire faire, c'est la liste du génie d'Aladin, qui te permet de tout réaliser. Il n'y a que 2 choses que tu ne peux pas faire, c'est faire tomber les gens amoureux de toi et ressusciter les morts, comme le dit le génie de la lampe. Mais en réalité, tu peux tout faire grâce à ça. Et c'est comme ça que du coup, dès demain, ta vie change. Ok, eh bien, j'espère que ce message et ce conseil et cette pratique va vous aider. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode avec Tony Jazz. Merci d'avoir été là pour Merci le Fadila. podcast. Et puis, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a le pronostic pour l'âge aussi, n'oubliez pas. On le voilà. donne l'âge alors maintenant ou pas? Ah. Oui, il faut le donner, on avait dit qu'on le donnait. Ou on le donne pas. Et on dit aux gens, cherchez-moi. Ah oui, au moment où on fait... Donc je le dis ou pas? Allez. Allez. Au moment... Combien tu dis toi? On demande à la personne qui est derrière la caméra. Il dit... Toi, t'as dit combien toi tout à l'heure, Fadila? 36 ans. 36? 40. Il est le plus proche, c'est 41. Au moment où on fait cette vidéo. Et bon. ça s'arrêtera à 41. Vous étiez proche ou pas du résultat? Moi, j'étais à côté. Hein. Non, mais voilà. En tout cas, merci d'avoir été là. J'espère que ce podcast a pu résonner. En tout cas, les messages que Tony a partagés, son parcours, ses défis, ses challenges. Je vous mettrai en bas donc, tous les réseaux sociaux de Tony pour pouvoir le retrouver, le suivre sur Instagram. Il est assez présent et du coup, il partage beaucoup de contenu. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce mot de la fin, Tony? Eh ben moi, je considère que je suis à 5% de ma vie, donc que je réussisse les 95 autres pourcents. Très smart. Merci à tous et à bientôt.